ma famille m'a exclu du mariage, disant que ma présence nuirait à l'esthétique, après que j'aille offert un pantouse de 3,5 M € à mon frère. Pendant la cérémonie, j'ai vendu l'appartement. La réaction de la mariée devant la porte verrouillée a stupéfié tout le monde. Je m'appelle Chloé et je me souviens encore de la grimace de Théo quand j'ai prononcé ces mots, je l'ai déjà vendu. Cet appartement terrasse de 3,5 millions d'euros qu'il croyait être son cadeau pour la vie, payé par moi, n'était plus à lui. Il a secoué la porte, hurlant « C'est quoi ce bordel ?» dans son smoking de marque pendant que je me tenais dans l'ombre du porche, détenant le pouvoir qu'il avait toujours tenu pour acquis. J'ai regardé le voyant rouge du clavier numérique et j'ai murmuré « Tu n'as pas besoin de briser la vitre, Théo. C'est fini. Bienvenue à l'heure où le karma frappe. » Assise ici dans mon jardin à regarder les poissons, je me souviens qu'une surface calme cache souvent des changements soudains. D'où vous connectez-vous aujourd'hui? Avez-vous un endroit paisible préféré ou votre propre jardin? J'adore découvrir votre monde. Mais pour Chloé, la surface était sur le point de se briser avec un simple ping strident. La trahison n'est pas venue avec un cri. Elle est venue avec un ping. Il était 23 h la veille du mariage, le genre d'heure où le monde est censé être silencieux. J'étais assise dans mon bureau à Paris, les lumières de la ville floutées par le brouillard derrière ma fenêtre, en train de terminer un rapport stratégique pour une nouvelle société d'intelligence artificielle. Mon téléphone s'est allumé sur le bureau, un unique texto de ma mère, Monique. Je l'ai pris, m'attendant à un détail de dernière minute sur le dîner de répétition ou une demande de covoiturage. Au lieu de cela, les mots sur l'écran étaient cliniques, acérés et destinés à blesser. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelé pour supplier une explication. Dans mon domaine, on ne réagit pas aux bugs du système. On les corrige. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la lumière bleue me brûle la rétine et j'ai réalisé une vérité que j'avais essayé de fuir pendant 32 ans. Je n'étais ni une fille ni une sœur pour eux. J'étais une investisseuse silencieuse dans leur version d'une famille heureuse, un service par abonnement qu'ils utilisaient chaque fois que la facture était trop élevée pour eux. J'ai attrapé le dossier en cuir au coin de mon bureau. À l'intérieur se trouvait l'acte de vente d'un luxueux appartement terrasse avec vue sur la Seine, la propriété pour laquelle j'avais dépensé 3,5 millions d'euros comme cadeau de mariage pour Théo. C'était censé être ma dernière tentative d'acheter une place à leur table, une offrande de paix à des parents qui m'avaient toujours considéré comme inférieur. J'ai regardé la ligne de signature vierge au bas du document de transfert. En raison de la paresse caractéristique de Théo et de son arrogance à supposer que je ne retirerais jamais mon soutien, il n'avait pas pris la peine de signer les derniers papiers que j'avais envoyés il y a des semaines. Légalement, la propriété était toujours mienne. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque centimètre de marbre m'appartenait. Je me suis frotté les yeux, essayant de ressentir la moindre once de regret. Mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une crise familiale. C'était un bilan, et il venait d'entrer dans un déficit moral qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ma compassion avait été un luxe. Il l'avait surutilisée pendant des années. À 23h07, j'ai composé le numéro personnel de mon agent immobilier. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Je lui ai dit d'activer la clause de vente d'urgence pour l'appartement terrasse. L'acheteur qui avait fait l'offre de secours en espèces la semaine dernière, dites-lui qu'il est à lui. L'acheteur en espèces avait déjà validé la vérification des titres et signé l'accord sans condition suspensive vendredi dernier. Il ne me restait plus qu'à déclencher la libération finale des fonds séquestrés. Je voulais que les serrures soient changées et les fonds transférés. Demain matin, je clôturerai le compte. J'étais assise dans le silence de mon bureau parisien, le bourdonnement des serveurs ressemblant à un grognement bas et rythmé. Soudain, je n'étais plus une consultante de 32 ans au sommet de son article. J'avais de nouveau 12 ans, debout dans une cuisine à Marseille qui sentait la vieille graisse, l'air humide et la déception silencieuse. La moustiquaire de la porte grinçait sur ses gonds, un son qui était devenu la bande-son de mon enfance. Mon père, Gérard, était assis à table, vérifiant les résultats sportifs dans le journal. Théo était adossé à sa chaise, se comportant déjà comme le roi d'un château qu'il n'avait pas construit. Je me souviens du moment exact où Gérard a mis la main à son portefeuille. Il en a sorti un billet impeccable de 50 € et l'a fait glisser sur le linoléum vers Théo. « Tiens », avait-il dit, sa voix chaleureuse d'une manière qu'elle ne l'était jamais quand il me parlait. « Prends ça. Va voir un film avec tes amis. Tu as bien travaillé à l'entraînement.
Théo n'avait pas bien travaillé. Il passait à peine ses classes et passait le plus clair de son temps à me faire ses corvées. Mais Gérard ne voyait pas ça. Il voyait le fils qu'il voulait voir. Je me suis alors avancé, le cœur battant contre mes côtes. Je tenais une liste depuis 3 jours, attendant le bon moment pour demander. « Papa » avais-je murmuré. « J'ai besoin de 38 € pour mes nouveaux manuels de sciences et d'histoire. L'école a dit que je ne pourrais pas rester dans la classe avancée si je ne les ai pas d'ici lundi. » La chaleur a instantanément disparu du visage de Gérard. Il n'a même pas regardé la liste. « Des manuels » a-t-il lâché. « Chloé, tu demandes toujours quelque chose. Tu crois que je suis fait d'argent? Tu dois apprendre à être plus comme ton frère. Il ne me tanne pas pour chaque petite chose. » Je suis resté là, à regarder le billet de 50 € que Théo était déjà en train d'empocher. Théo m'a adressé un sourire narquois, du genre qui disait qu'il savait exactement ce qui se passait, et qu'il appréciait. C'était le piège de notre famille, le piège de la cruauté normalisée. Dans notre maison, les désirs de Théo étaient traités comme des nécessités urgentes, tandis que mes besoins fondamentaux étaient considérés comme une attaque personnelle contre le budget familial. C'est un mécanisme psychologique que les familles toxiques utilisent pour maintenir une hiérarchie. Elles décident, sans jamais le dire à voix haute, qu'un enfant est l'investissement et l'autre juste une ressource à utiliser quand c'est pratique. En faisant paraître la cruauté normale, ils s'assuraient que je continuerais à essayer de gagner l'amour qu'ils n'allaient jamais me donner. Gérard ne s'est pas vu comme un mauvais père ce jour-là. Il s'est vu comme un homme enseignant la responsabilité à sa fille tout en récompensant le potentiel de son fils. Mais tout ce qu'il m'a vraiment appris, c'est que ma valeur était nulle. À ses yeux, j'étais la pièce de rechange, la fille qu'on attendait d'être assez intelligente pour naviguer seule dans le monde, mais assez silencieuse pour ne jamais se plaindre du manque de cartes. Je suis sorti de cette cuisine sans l'argent pour mes livres. Je n'ai pas pleuré parce que je savais que dans cette maison, les larmes n'étaient qu'une autre forme de drame qu'ils utiliseraient pour me disqualifier. J'ai réalisé alors que si je voulais une place à n'importe quelle table, j'allais devoir construire la table moi-même. Après ce jour dans la cuisine, je n'ai plus jamais demandé un centime à Gérard. Au lieu de cela, j'ai trouvé un travail dans un restaurant américain classique en périphérie de la ville. J'ai passé mes nuits de lycée derrière un comptoir qui sentait la graisse rance et le nettoyant pour sol industriel. Mes mains étaient constamment rougies et boursouflées par la vapeur du lave-vaisselle industriel et la chaleur des friteuses. Pendant que Théo dépensait les billets de 50 € que Gérard lui donnait comme des bonbons, je comptais les pièces de 5 et 10 centimes pour économiser pour les frais de scolarité de l'université, que mes parents avaient clairement indiqué être entièrement de ma responsabilité. C'est ce que j'appelle maintenant la chaîne invisible du survivant. Quand on grandit en étant la pièce de rechange dans une famille, on développe une hyperfocalisation sur l'autosuffisance. On ne travaille pas seulement pour vivre. On travaille pour prouver qu'on a le droit d'occuper de l'espace. Les gens voient mon succès maintenant et appellent ça de l'ambition. Mais c'est né d'un endroit beaucoup plus sombre. C'était une prison sans barreaux, un état psychologique où je croyais que si je pouvais simplement construire une échelle assez haute, je pourrais enfin atteindre un endroit où je serais visible pour les personnes qui étaient censées m'aimer. J'étais la stratège du restaurant, calculant ma sortie un service double à la fois. J'ai finalement réussi à arriver à Paris, gravissant les échelons pour devenir l'une des meilleures consultantes en stratégie d'intelligence artificielle de la ville. Mon salaire a atteint les 6 chiffres avant mes 25 ans, mais la chaîne invisible avait toujours ses crochets en moi. C'est pourquoi j'ai acheté cet appartement terrasse. 3,5 millions d'euros de biens immobiliers de premier ordre n'était pas seulement un acte de générosité. C'était ma dernière tentative désespérée d'acheter une place à une table qui ne m'était jamais réservée. Je voulais être celle qui sauvait Théo, celle qui ferait enfin que Gérard et Monique me regardent avec autre chose que de l'irritation. Je pensais qu'en leur tendant une clé de plusieurs millions d'euros, je pourrais réécrire 22 ans passés au second plan. J'étais une experte pour prédire les systèmes et les algorithmes. Mais j'avais omis de prendre en compte une simple variable. On ne peut pas acheter une âme qui n'a jamais été à vendre. L'appartement terrasse était le plus haut barreau de mon échelle. Mais quand j'ai atteint le sommet, ils ne m'ont pas tendu la main. Ils ont juste repoussé l'échelle et m'ont dit de rester à la maison pour le mariage parce que ma présence gâcherait l'esthétique de leur nouvelle vie mondaine. C'est à ce moment-là que la chaîne a finalement cédé. Je n'étais pas un investissement pour eux. J'étais juste une source de revenus qui avait dépassé son utilité. Le jour avant le mariage,
je n'ai pas passé mon temps à vérifier la liste des invités ou à choisir des bijoux pour une cérémonie à laquelle il m'était interdit d'assister. Je surveillais le marché. Plus précisément, je surveillais l'empreinte numérique de Théo. Il avait posté un carrousel de photos sur les réseaux sociaux, du genre haute définition que les professionnels de la mise en scène utilisent pour vendre un rêve. Au centre se trouvait la vue à 3,5 millions d'euros depuis la terrasse de l'appartement, avec lui et Jasmine trinquant au champagne. La légende était un chef-d'œuvre de fiction narcissique. Enfin installé dans notre maison pour toujours, une réussite personnelle. Le travail acharné paie. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un amusement froid et clinique. C'était comme regarder une simulation basée sur des données corrompues. Il avait passé 3 décennies à me laisser payer pour ses erreurs. Pourtant, le voilà qui présentait mon capital comme le fruit de son caractère. J'étais assise dans le bureau de Julia 2 jours après le texto de minuit, l'odeur de toner coûteux et le silence de haute altitude pressant contre mes tympans. Julia était mon amie depuis notre première année d'université, et maintenant elle était une avocate en droit de la famille avec une réputation d'être clinique et redoutable. Elle a simplement fait glisser un épais dossier gris sur son bureau en acajou et a dit « Chloé, nous cherchions un levier au cas où Théo essaierait de contester la vente de l'appartement terrasse, mais j'ai trouvé le coup de grâce. » J'ai ouvert le dossier, mes doigts stables tandis que je parcourais les pages de l'expertise numérique et des relevés bancaires. Julia a pointé un document datant de 3 ans, un acte de propriété pour le terrain de 4 hectares en Provence que ma grand-mère m'avait spécifiquement légué dans son testament. Ce terrain était la seule partie de mon héritage que j'estimais vraiment. C'était un endroit avec des chênes centenaires et un petit étang où je me cachais des brimades de Théo et de l'indifférence de nos parents. Mais en regardant l'acte, j'ai réalisé que le terrain n'était plus à moi. Il avait été vendu 36 mois plus tôt à un promoteur immobilier pour 180 000 euros. J'ai regardé la ligne de signature en bas. Le nom Chloé Lefebvre était écrit d'une écriture frénétique et ascendante. C'était une imitation parfaite de mon écriture, mais la pression sur le stylo était complètement fausse. C'était l'écriture de quelqu'un qui n'avait jamais appris à attendre ce qu'il voulait. Quelqu'un qui se sentait en droit d'avoir tout ce qu'il pouvait atteindre. Il a usurpé ton identité, Chloé, a dit Julia. Il a utilisé un compte bancaire dormant que tu n'avais pas vérifié depuis des années pour faire sortir l'argent. La totalité des 180 000 euros a été dépensée dans un casino à gros enjeux à Monaco dans les 48 heures suivant la vente. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil et j'ai ressenti une soudaine libération froide. Je n'ai pas ressenti d'effondrement. J'ai ressenti une clarté binaire. C'était la découverte fatale qui a supprimé tout fil restant de mon obligation envers le nom Lefebvre. Théo n'avait pas seulement été ingrat, c'était un prédateur en costume de marque. Il avait vendu mes souvenirs pendant que nos parents, Gérard et Monique, portaient un toast à son potentiel. J'ai réalisé alors que mes parents savaient probablement, ils avaient toujours couvert ses erreurs, les qualifiant de crise de croissance tout en qualifiant mes succès de distraction. J'ai dit à Julia de déposer la plainte pénale. Je voulais que la preuve de la contrefaçon soit incluse dans l'avis juridique final que nous apportions à l'appartement terrasse ce soir-là. Je voulais que la vérité soit la seule chose qui les attende à leur arrivée après la cérémonie. À l'intérieur, je ne ressentais pas le besoin d'excuses. Des excuses sont une construction sociale. Un rapport de police est un fait. Le ciel avait la couleur de vieilles échymoses, d'un violet profond avec des traînées d'or pâlissant. Quand je suis retourné sur le porche de l'appartement terrasse, le bâtiment était silencieux, un monument vidé d'un rêve qui n'avait jamais vraiment été le leur. Théo a d'abord essayé le code, un bip aigu, puis la tonalité d'erreur plate et rouge. Il a réessayé, ses mouvements devenant frénétiques. Il a secoué la poignée, puis a donné un solide coup d'épaule, comme si la force pouvait réparer une réalité juridique. C'est à ce moment que je me suis levé. Lentement, délibérément, mes chaussures ont fait un bruit sourd contre le bois alors que j'entrais dans la lumière des lampadaires. La mâchoire de Théo s'est décrochée. « Chloé, qu'est-ce que tu fiches ici? Et pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Je lui ai simplement dit, je l'ai déjà vendu. Le séquestre a été finalisé vendredi, et le virement a atterri sur mon compte il y a 1 heure. Les nouveaux propriétaires prennent possession lundi. Théo m'a regardé comme si j'avais parlé une langue morte. Vendu? Tu ne peux pas vendre notre maison. C'est notre cadeau de mariage. À côté de lui, Jasmine nous regardait, le front plissé de confusion. Théo, tu as dit qu'elle refusait de venir au mariage parce qu'elle était jalouse.
tu as dit que l'acte était déjà à ton nom. Je suis restée silencieuse, laissant la tension retomber sur elle. Théo s'est agité, son visage prenant une vilaine teinte rouge. Il a commencé à crier à la loyauté et à la famille. Mais en le regardant, j'ai réalisé qu'il souffrait de l'illusion de pouvoir qui vient d'un portefeuille vide. Parce que Gérard et Monique avaient traité mon capital comme son caractère pendant 30 ans. Il avait bâti toute son identité sur des actifs qu'il n'avait jamais gagnés. Il avait confondu ma générosité avec son autorité. Maintenant que j'avais coupé les vivres, son statut dans la haute société s'évaporait. Il n'était plus qu'un homme dans un costume cher qu'il ne pouvait pas se permettre de faire nettoyer à sec. « Tu veux parler de famille, Théo ?» ai-je demandé. « Parlons des 180 000 € que tu m'as volés en falsifiant ma signature pour vendre le terrain de notre grand-mère en Provence. » Le silence qui a suivi a été mortel. Théo a regardé l'enveloppe comme si c'était une grenade dégoupillée. Jasmine s'est penchée et l'a ramassée avant qu'il ne le puisse. Elle a parcouru le rapport d'expertise numérique, ses yeux s'écarquillant en voyant les relevés bancaires et la traçabilité. Elle a regardé l'homme qu'elle venait d'épouser et a vu un étranger. « Tu es un voleur ?» a-t-elle murmuré, sa voix se fissurant comme du verre sous la pression. « Tu m'as dit que ta petite sœur était le drame, mais c'est toi le criminel. Tu as bâti notre vie sur un mensonge que tu lui as volé. » Théo a ricané, tentant une dernière manipulation désespérée. « Chérie, je te protégeais. J'allais la rembourser une fois que l'entreprise aurait décollé. » « L'entreprise pour laquelle tu n'as pas travaillé depuis 6 mois, ai-je ajouté. Jasmine n'a pas attendu un autre mensonge. Elle a levé la main, a retiré la bague de fiançailles de son doigt, celle que Théo avait probablement achetée avec l'argent de mon terrain volé, et l'a laissée tomber sur le sol du porche. Elle a fait un petit ping métallique en roulant vers mes pieds. Elle n'a plus regardé Théo. Elle s'est juste retournée et s'est dirigée vers l'ascenseur, sa robe blanche traînant dans la poussière d'une maison qui n'avait jamais été la sienne. Théo ne l'a pas suivie. Il s'est effondré sur la marche supérieure, la tête entre les mains, son monde si soigneusement construit correspondant enfin à son compte en banque, 0. Je me tenais au-dessus de lui, détenant le pouvoir qu'il avait toujours tenu pour acquis, et je n'ai pas ressenti la moindre lueur de pitié. « Au revoir, Théo » ai-je dit, en le dépassant pour rejoindre ma voiture. Les 3,5 millions d'euros sont arrivés sur mon compte un mardi après-midi. Une série de chiffres sur un écran qui représentait la fin absolue de ma vie en tant qu'active des Lefebvre. Pendant 32 ans, j'avais été l'investisseuse silencieuse dans la vanité de mes parents et de mon frère. Mais en regardant ce solde se mettre à jour, j'ai senti le dernier fil de la chaîne invisible se briser pour de bon. Les retombées du verdict du Porche ont été rapides et cliniques. Théo a été accusé de vol d'identité qualifiée et de vol qualifié. Il n'avait plus d'appartement-terrasse de plusieurs millions d'euros pour se cacher, et il n'avait certainement plus Jasmine. Elle avait contacté ses avocats pour entamer une procédure d'annulation avant même la fin du week-end, réalisant qu'elle n'avait pas épousé un entrepreneur à succès, mais un homme qui avait bâti son trône sur des souvenirs volés. Gérard et Monique n'ont pas non plus échappé à la liquidation. Les cercles sociaux parisiens qu'ils avaient tant travaillé à infiltrer leur ont fermé leurs portes une fois les rapports de police devenus publics. Ils ont essayé de m'appeler 16 fois en 3 jours. Leur message passant d'exigences de loyauté à des supplications désespérées pour un prêt familial. Je n'ai répondu à aucun. J'ai utilisé les 3,5 millions d'euros pour créer la Fondation Héritage, un fonds de bourse et de soutien pour les étudiants qui, comme moi à 16 ans, font des services doubles dans des restaurants et cachent leurs rêves parce qu'on leur a dit qu'ils étaient une ressource plutôt qu'un avenir. Un mois après la vente, je me suis assise avec Jasmine dans un petit café près du front de mer. Elle m'a dit qu'elle était retournée à l'université pour son master, financé par le cadeau de mariage de 50 000 € que mon associé en affaires lui avait offert, qu'elle avait récupéré comme fonds de nouveau départ. Nous avons trinqué avec nos tasses de café, non pas au sang de la famille, mais à la parenté choisie, les personnes qui vous voient réellement lorsque les lumières sont éteintes et qu'il n'y a pas de caméra pour lesquelles jouer un rôle. J'en suis venu à réaliser que la prison la plus dangereuse est celle sans barreaux. Celle où nous attendons la permission de personnes qui ne nous la donneront jamais. J'ai passé des décennies à essayer d'acheter une place à une table qui ne m'était jamais destinée, pour finalement découvrir que la seule place qui comptait était celle que j'avais construite pour moi-même. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, si vous êtes celui ou celle qui est assis au bord de la pièce, vous sentant comme la pièce de rechange dans votre propre machine familiale, je veux que vous m'écoutiez. Récupérer votre valeur n'est pas un acte de cruauté.
C'est un acte de survie. Vous n'êtes pas une phase et vous n'êtes pas un fardeau. Vous ne devez pas votre vie à des gens qui ne vous voient que comme une ressource à surexploiter. On parle souvent du pardon comme d'un cadeau à l'autre personne. Mais parfois, la chose la plus guérissante que vous puissiez faire est de vous pardonner d'avoir cru à leur version de vous. Fixer une limite, ce n'est pas construire un mur. C'est définir où vous finissez et où leur dysfonctionnement commence. Vous avez le droit d'occuper de l'espace. Vous avez le droit d'être lumineux sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre pour briller. Ma table est maintenant remplie de gens qui ont choisi d'être là non pas à cause du sang mais à cause du respect mutuel et des vérités partagées. Je réalise que la meilleure vengeance n'est pas la destruction de ceux qui vous ont blessé. C'est de construire une vie si brillante et si pleine de sens que leur rejet précoce de vous devient complètement sans importance. J'ai dit la vérité. J'ai fermé la porte. Et pour la première fois de ma vie, je suis enfin chez moi. La meilleure vengeance est de vivre une vie brillante sans plus jamais avoir besoin d'eux.